Première étape et déjà la dalle. J'ai la dalle. Des bons produits locaux. Vous avez jamais vu des tomates pareilles, des tomates rouges. Quand vous les mangez, vous avez le sel qui vous coule dans la bouche. Vous pouvez faire des bonnes ratatouilles avec ça. Cueilli en même temps sur le même arbre, ça se trouve. Ça, elle va être plus sucrée, je pense. Je pense qu'elle est plus sucrée parce qu'il y a moins d'eau. Par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre. Tu veux goûter, Félix, viens. Et le flot sans effort nous pousse à enchaîner l'un et l'autre. Et celle-là, c'est lesquelles? C'est pas les couleurs, ça? Quand j'étais venu ici, là, il y a 2 ans, j'avais découvert cette variété et j'étais vraiment étonné. J'avais jamais mangé une pomme qui a un goût comme ça. Et j'avais tellement aimé, tu te rappelles? Ah, t'étais prêt à rester ici juste pour pouvoir manger des cloches, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, elles ont une jolie forme de cloche, elles sont complètement asymétriques, toujours elles sont asymétriques, tu vois, c'est pas régulier comme fruit. En arrivant à Lausanne, forcément, il y a tous ces souvenirs du voyage d'il y a 2 ans là qui reviennent, qui remontent. On se dit, ah ouais, tu te souviens, là il y avait telle chose, là il y avait tel truc. Ça me rappelle plein de souvenirs de voir ces lieux dans lesquels je suis déjà passé en fait, de voir comment ça a évolué, comment ça a changé. Celle-là, elle est pas belle. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est vraiment intéressant pour le coup. Donc ça, on la garde. Ça, j'en ai replanté encore l'année passée. Des pommes cloches. Ouais. Après mon passage. Exactement, tu m'as. Non mais c'est vrai, tu m'as un peu. Et en fait, ce qu'elle a d'exceptionnel, cette variété, et pourquoi elle était très plantée à l'époque, c'est qu'elle se conserve extrêmement bien. Et c'est une poire qui se mettait à. C'était une poire à choucroute, comme on disait ça. Bah tiens, pour les Alsaciens, c'est bien. Ils mettaient des poires dans les mets qui se cuisaient longtemps, donc les ragoûts, les choucroutes, et tous ces trucs, les potés, les. Bake-off, les trucs comme ça. C'est beau ça. Les bake-off, voilà. Ça, c'est une variété qui est en fait résistante à la tavelure. Et puis, surtout, elle a un goût de fruits exotiques. Bon, celle-là, pour le coup, je l'ai goûtée là en arrivant ici. Elle a détrôné la cloche. Ouais, voilà, c'est ça. Tu la poses sur la langue, t'as déjà du jus qui coule. Ouais, quoi. c'est vrai. C'est vraiment que du jus. Et c'est hyper sucré. Alors là, il n'y a pas d'acidité par contre. Hein, Elle est incroyable cette pomme. Dans une même variété, les pommes flétries, c'est celles qui ont perdu de l'eau. C'était les plus mûres à la récolte, donc c'est les plus sucrées et les plus aromatiques. J'en veux une tranche, moi je. Carrément. Volontiers, comme Merci. diraient les Suisses. Volontiers. Dites pas volontiers, vous êtes pas poli. Hein. Ça joue, comme disait Suisse. Rencontrer les cultures, c'est tout d'abord rencontrer les gens, rencontrer leur mode de vie, leur manière de faire, leurs traditions, leurs croyances, leur gastronomie. Mais tout ça, tu peux le faire qu'à échelle humaine. Cultiver la terre, ça rend humble, c'est-à-dire qu'on est tellement dépendant de facteurs extérieurs, la pluie, le beau temps, le gel, les ravageurs, le marché aussi. Enfin, il y a tellement de paramètres qui peuvent influencer notre production que forcément, et on se prend tout le temps tellement d'échecs et tellement de réussites que, en fait, depuis que je suis vraiment dans la terre, j'ai l'impression d'être plus en face à la réalité physique de ce monde. C'est vrai que je me prépare au jour où cette ferme changera de nom de famille, quoi. En même temps, je me dis c'est chouette parce que j'ai des enfants déjà et puis ils reprennent 6 ans en vie. Peut-être que d'ici là, ce sera une ville, donc ils feront j'en sais rien quoi là-dedans, quoi. Ils auront d'autres opportunités, ce sera chouette. Je rigole parce qu'il y a des gens qui disent ouais, on a eu 3 fils, il n'y en a aucun qui a repris. Puis il y en a d'autres qui disent on a eu 3 filles, on s'est dit qu'on n'aurait aucune qui reprenait, puis elles veulent les 3 être agricultrices, puis maintenant on est bien embêtés parce qu'on n'a qu'un seul domaine, donc. Donc qui sait.
Leur avenir, on verra. Je pense qu'on fabule un petit peu le truc, ils sont trop contents de... Oui, ils sont contents de tirer sur une carotte puis de la manger, mais c'est fini après. Toi, il faut faire autre chose. Le fait que maintenant, ça fait 2 fois qu'on est passé par là, à chaque fois dans des contextes de voyage vers l'Est, de gros voyages, c'est un peu devenu un peu le symbole pour nous. Bonjour à tous, nous sommes en fin avril 2019 et je m'apprête à partir à l'aventure vers l'Est et si possible jusqu'en Asie d'Extrême-Orient. Avant de commencer la présentation du matériel, j'aimerais préciser que pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, je m'étais posé la question, ne vaudrait-il pas mieux partir vers l'Est à l'aventure sans aucun matériel, c'est-à-dire de manière totalement sauvage ou naturelle entre guillemets. Quand je pense au voyage, de manière assez instinctive, comme si c'était une évidence, pour moi c'est vers l'Est. Et je me dis de manière un peu générale, comme une ligne rouge, que je vais aller jusqu'en Corée. Donc je pars à la rencontre de moi-même et en assumant aussi cette vulnérabilité, cette ignorance qui est la mienne, je veux grandir. Je veux grandir intérieurement, spirituellement et me laisser guider aussi, d'une certaine manière. Ce qui m'a poussé à rejoindre mon grand frère pour faire justement ce premier voyage, c'était en fait un mélange de lassitude dans la vie que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire que je travaillais en fait en tant que technico-commercial à ce moment-là et j'étais vraiment, je pourrais dire, épuisé de ma vie en fait. J'en avais juste marre de ce train de vie qui n'arrêtait jamais, tu vois. Je faisais que de travailler, je faisais beaucoup la fête et je peux dire que j'étais un peu fatigué de cette vie-là. J'avais vraiment besoin d'un changement. Je prends juste un sac à dos, on prend quelques affaires et puis on y va. Et c'était vraiment totalement à l'arrache. À cette époque-là, on n'avait aucune connaissance tu vois, de ce genre de voyage, etc. C'était vraiment la découverte. C'est un mélange de plein de sentiments. Tu vois, on se lance dans l'aventure, en autostop, vers l'inconnu, et on n'a pas vraiment de programme. C'est un peu effrayant, en même temps c'est excitant. Le fait d'être entre frères aussi, il y a un petit côté aventure, où tu vois, on se fait un peu des films, on se dit ah ouais, là on va faire ça, là on va voir ça, etc. Donc première étape, la Suisse. Voyager en stop à travers la Suisse, je peux dire que c'était pas le pays le plus difficile en tout cas, mais il faut quand même avouer que toutes les premières personnes qui nous ont pris, en fait c'était des Français déjà. Et dès qu'on est passé dans la Suisse où ça parle allemand, alors là c'était le début des galères. Lui comme moi en fait on avait commencé très tôt à faire du stop. Depuis qu'on avait 14, 15 ans, on bougeait de plus en plus en autostop. Tu vois, on se sentait un peu vivre là-dedans parce qu'il y a une certaine manière de faire qui est un peu sauvage, tu vois. Tu sais même pas vraiment où tu vas, tu te perds, tu rencontres des gens. Bon, l'autostop, c'est un héritage direct de la vallée de Masevaux, forcément. Tous ceux qui ont grandi là-bas savent. Tu assumes une certaine vulnérabilité. Tu te mets dans une position où tu es dépendant des autres. Tu as besoin en fait de leur bienveillance pour avancer. Et généralement, tu tombes quand même sur des gars trop sympas, vraiment qui ont envie de t'assurer. Et qui parfois vont avoir aussi cette envie de te faire découvrir un peu du pays, qui vont te montrer tel ou tel endroit. La raclette m'a explosé. Je pourrais dormir là. Franchement c'était grave bon mais t'as pas envie de marcher après ça. Tu sais quoi, la meule, il reste même pas un quart là.
On a tout dégommé. Et donc c'est le moment en fait où je suis censé faire demi-tour et rentrer en France. Je sens que c'est le début de quelque chose et on commence juste à, tu vois, à vraiment sentir cette aventure, cette soif de l'inconnu. On va davantage se découvrir dans le sens où on se met dans des conditions quand même assez difficiles. Tu vois, on n'a pas de tente, Stéphane il avait même pas une vraie veste, on n'a pas des sacs adaptés, enfin tu vois, c'est vraiment à l'arrache. Tu vois, des fois on se retrouvait en stop, on savait même pas où on allait dormir le soir. On était là à galérer, on avait juste un téléphone pour deux, on n'avait même pas de carte SIM dedans. Après, je trouve que la difficulté, l'inconfort, ça fait pas nécessairement grandir. Par contre, ça met en lumière quel est ton véritable caractère. J'en prenais tellement plein la vue et en fait je me sentais tellement vivre à ce moment-là, cette part d'aventure qui me manquait dans ma vie. Et du coup je me disais non mais je peux pas rentrer. Et c'est comme ça qu'en fait on s'est même pas posé la question je pense. Je pense qu'on en a même pas parlé, on a tout simplement continué et on est allé en Autriche. Le sapin bizarre autrichien. Quand on passe la frontière, on se dit tu vois, on est chaud, on est content, on est enthousiaste. Et là, ça va être désillusion sur désillusion. On va galérer en stop comme jamais. Ça a été le moment vraiment le plus difficile. On n'arrive vraiment pas à prendre du plaisir. Personne ne veut nous prendre en stop. On va se prendre la pluie, la grêle, la neige. On vient de passer 4 heures dehors à faire du stop pour rien, il fait nuit. On continue, on dort dans une gare. T'as les gars de la gare qui nous empêchent de dormir. Et du coup on se dit vas-y on va continuer, barrons-nous d'ici, continuons le voyage, allons en Hongrie. Et on va juste à Vienne où on a notre ami Michel et après on continue. Et en fait il est deg, il est d'origine autrichienne et il a pas envie qu'on parte de son pays avec une image si médiocre. Et là il nous dit ouais mais les gars, là c'est pas possible, vous pouvez pas partir d'Autriche avant d'avoir eu des belles expériences ici. Et en fait, chose totalement inattendue et improbable, il nous prête en fait son van pour quelques jours. En fait, il nous dit allez-y les gars, faites un tour de l'Autriche, ce serait trop dommage. Bah là finalement on fait demi-tour et on fait toute une boucle en Autriche où on va passer à Salzbourg, Hallstatt. Et donc là on part pour quelques jours en road trip, en van, entre frères et le visage de l'Autriche change totalement. Et là ça faisait du bien, ouais, franchement ça faisait du bien d'avoir le van, d'être libre, de pouvoir aller là où bon nous semblait. On va y aller un peu au feeling, on n'avait pas internet, du coup on regardait les petites routes et on roulait dans la montagne. Et en fait finalement l'Autriche, avec un van, de faire un tour comme ça, ça durait quoi? Ça durait 3 ou 4 jours. Et de passer dans ces routes, tu as les petits villages en bois, ces lacs de montagne, etc. C'était vraiment magnifique. Donc vraiment, en tout cas il a bien réussi son coup. Parce qu'on a commencé avec une image vraiment négative du pays. Et à la fin on en est reparti, on en avait plein les yeux. Donc là on arrive dans un village de campagne du sud de la Hongrie dans lequel il y a assez peu d'habitants, un peu isolé, et dans lequel il y a Sharon, donc c'est une Belge qui est passionnée d'animaux, qui a racheté 3 maisons pour les retaper et en faire des endroits où les animaux qui ont été maltraités peuvent être réinsérés, peuvent avoir soit une retraite parce qu'ils sortent du cirque, ou soit une seconde chance dans la vie. C'est beau toi. En fait, notre mission principale, c'est prendre soin des animaux. Donc nettoyer les enclos, les nourrir. Et franchement, c'était trop amusant là, de balancer de la viande comme ça aux loups, aux servales. T'inquiète, la mère, elle va bouger, ils vont venir.
Leonardo qui essaye de fuir pour manger en Perse. Il y arrive presque. Oh purée, c'est trop fort. Il est trop mignon. L'égoïste. Oh, il y arrive. Oh, un de ces égoïstes. Oh putain, il y arrive. Oh mince. Oh merde. Oh merde. C'est trop mignon. Lui, ce sera un des plus rusés, peut-être. Ouais. Lui, ce sera le chef. Ah, c'est le meilleur. Je pense que c'était une de nos meilleures expériences de ce premier voyage. Pendant la nuit, on dormait dans une caravane, on entendait les loups qui criaient comme ça toute la nuit, c'était magnifique. Il y avait les huskies qui leur répondaient. C'est clair que j'étais content de ne pas m'être arrêté en Suisse et d'avoir continué parce que entre la Suisse et la Hongrie, j'en avais pris plein les yeux, tu vois. J'avais vu tellement de choses et je savais que c'était même pas encore la fin, il me restait encore plein de choses à découvrir. C'est le genre d'expérience qui te fait te dire j'ai bien fait de quitter mon train de vie habituel et de venir, tu vois, tenter d'autres choses. Je vous donne pas. Oh mince. Là, l'expérience du lac, on va la vivre à fond. Mec, en même temps je suis super excité de faire cette nouvelle expérience. En même temps je sens que je suis pas du tout prêt mentalement là. Et Lausanne aussi, pour nous, du coup c'est aussi l'accueil dans la famille de Mathilde. Finalement, le fait qu'on voyage aussi à cette échelle humaine, on découvre des cultures, mais pas forcément celles auxquelles on s'attend. Tu vois, on va à Lausanne, mais finalement on apprend beaucoup sur la culture du Venezuela. Cotorrita del alma, le decía al lorito, si me das un besito, yo me muero de amor. Ça va, avec mon accent suisse. On va voir la température de l'eau. Elle est à 7, donc elle est chaude. Ah ouais, 7 degrés. Oh, elle est glaciale. Oh. Wouh. Oh, elle est glaciale, c'est un truc de fou. Oh, mais carrément, ça fait mal aux pieds là. Attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Oh. Allez, 1 minute. C'est après la première minute. Attends, là, je peux pas. Ah, j'ai mal aux jambes. Ah. Je vais pas te mentir, c'était pas l'expérience la plus agréable que j'ai eue. J'ai beaucoup souffert. Là, je me suis tapé la honte. Mais mec, je te promets que c'est vraiment hard. Le fait d'être avec des gens qui ont de l'expérience et avec... il fait 7 degrés dans l'eau et ils chantent comme si de rien n'était, c'est assez rassurant. Ouais, le fait de se dire, là, ce matin, je vais aller me baigner dans le lac alors qu'il fait super froid. C'est pas quelque chose de naturel, ça t'encourage à te dépasser toi-même. Ça t'encourage à aller au-delà de ce que tu ferais normalement. Oh, il le fait d'un coup. Eh, il est chaud. Ça fait mal parce que le froid, vraiment, il te cisaille. Mais au bout d'un certain moment, ça fait du bien. Il se débrouille grave bien et tout. Le français est rentré dedans en one shot. C'est trop bizarre parce que c'est le premier qui a froid pour tout et je sais pas, ça n'a aucun sens. Là, il nous a mis à l'amende. Vas-y, je suis obligé d'y arriver là. Ils arrivent même pas à parler tellement ils ont froid. Ça fait du bien ou ça fait du mal? Ça fait du mal. Il fait froid. Au bout d'un moment, la douleur s'évanouit. Mais vraiment, tu te sens bien. Il y a un moment où le sentiment de douleur commence à s'estomper pour laisser la présence à un sentiment de bien-être. Prends la caméra là, ouais, ça va être chaud pour filmer hein, parce que là je commence à trembler de fou. Hein. Là le cliché sur les Asiates, il est vrai. Hein. J'arriverais pas à respirer. Ce genre d'expérience, c'est quelque chose que je recherche dans ce voyage parce que ce voyage, c'est aussi pour moi l'occasion de tester plein de choses que j'ai jamais pu faire ou que j'ai jamais osé faire, de vraiment tu vois, essayer, repousser vraiment les limites, faire des choses improbables. J'ai vraiment tu vois, cette soif d'aventure et finalement on se retrouve à travailler dans une ferme quelques jours, à manger des plats vénézuéliens, à faire du sport, à se baigner dans un lac glacé, enfin tu vois, que des trucs improbables.
se oye un apunte ganado que viene de la sabana. El puntero encapotado cantando la va llevando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dices cantando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dices cantando. Ça balait. Ça balait. Non, regarde, pas plus rien, regarde. Si je fais ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fruits là-dessous. Un peu le pot de terre. Alors le premier voyage s'est terminé en Turquie et pour moi il y a un petit goût d'inachevé dans le sens où je voulais quand même aller plus loin. Pour moi repartir, à la fois c'est une continuité et à la fois là il y a toute une nouvelle dynamique qui se fait avec les photos, les docus et puis surtout toute la fratrie au complet. Dans ce voyage-là, atteindre la Corée c'est vraiment un objectif concret. Les années passant, j'ai encore plus envie d'y aller. J'ai envie de vivre ça avec mes frères. Je suis confiant dans le sens où je sais qu'on va continuer à rencontrer des belles personnes, qu'on va continuer à faire de belles expériences. Et je suis content d'avance en fait pour la suite.